tout d'abord, je vais juste vous présenter. Donc, d'abord, il y a Madame Nadine Leclerc qui est membre de la direction du comité de direction de Renault Expert Fellow. Après, je dis bonjour à Madame Isabelle Moriti, directeur technologique d'Engie. Fabrice Toulouse de Alstom, Digital Mobility Innovation Director, bonjour. Et Pierre Bécard de RATP, Direction Innovation et Sustainable Development. Donc merci d'être venu et de discuter avec moi. Je veux juste commencer par vous poser une question. Donc, comment, chez vous, dans vos entreprises, vous prenez en compte les usagers dans vos projets d'innovation existants? Donc, c'est quoi, comment c'est pris en compte? Est-ce que vous avez des démarches d'observation, de modélisation que vous utilisez ou quels sont vos... comment vous le faites chez vous? Donc, vous voulez commencer? Comme vous voulez. C'est la galanterie ou c'est l'ordre? Bon, donc oui, effectivement, partir des aspects compétitivité ou projet qui sont les approches classiques pour arriver à se centrer sur les usagers, ça fait partie en soi, même au niveau de la démarche, d'une révolution. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour introduire ce type d'innovation, on ne surtout s'appuie pas que sur l'intérieur, il faut aussi arriver à faire rentrer l'extérieur dans l'entreprise, les compétences extérieures, et même si il y a des POC qui ont démarré il y a à peu près 3-4 ans, il se trouve qu'on n'est plus dans une situation verticale où c'est une entreprise qui, même en s'appuyant sur l'extérieur, travaille pour son propre compte. On est réellement dans un écosystème où on a à travailler ensemble parce que chacun tient un bout de la chaîne de valeur, et on s'aperçoit que pour mettre en œuvre ces innovations, c'est de plus en plus de consortiums, c'est de plus en plus aussi ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire mettre des chaires dans lesquelles on met l'ensemble des acteurs qui sont impliqués, des consortiums pour aller un peu plus loin dans la partie, jusqu'à ce qu'on soit à la partie, on va dire, compétitive, hein, à la dernière extrémité. Et même dans la partie compétitive, on trouve de plus en plus d'alliances. Regardez, même dans une industrie automobile, le nombre d'alliances qui sont faites pour développer des technologies, au vu de ce que ça représente en investissement, on arrive à une façon de travailler qui devient complètement différente. Donc on adresse ces différents sujets. Donc j'ai dit des alliances avec éventuellement des concurrents sur des actions communes. J'ai dit des consortiums avec d'autres industries pour y arriver. J'ai dit aussi des initiatives par soi-même, que ce soit des POC, des labs d'innov, ou que ce soit du travail à l'interne avec évidemment des embauches, des recrutements qui a trait aux nouvelles technologies, qui a trait aussi aux aspects sociologiques, voire on a embauché des anthropologues qu'on a envoyés à la Silicon Valley, par exemple, pour pouvoir justement décoder l'usage versus la technologie. Voilà. Je continue. Alors, on a une vision un peu différente chez Engie, je crois. Bon, de toute façon, voilà, on s'appelait Gaz de France, on avait le monopole. Donc le gaz, vous l'avez, j'imagine, beaucoup, presque tous chez vous. Et on a 21 millions de customers entre la France et le Benelux. Donc, bon, l'approche client, on l'a. Savoir qu'est-ce que les clients, comment les satisfaire. J'imagine peut-être vous trouvez même que vous avez trop de courriers d'Engie vous demandant si vous êtes heureux ou pas. Enfin, donc on a pas mal d'informations et une recherche constante d'avoir une offre qui correspond à ce que veut le client. Au niveau du virage qu'est en train de faire le monde de l'énergie, bon, je suis le seul énergéticien, enfin la seule représentante d'énergéticiens ici, donc vous savez qu'on a beaucoup de chance, que personne ne pense qu'on va tous marcher, quel que soit le scénario, dans les années qui viennent. Donc les voitures, qu'elles soient avec ou sans conducteur, elles marcheront avec de l'énergie. Et donc on a une position qu'on est en train de prendre. C'est pas simplement le gaz dans la chaudière, hein, au niveau des petits clients, évidemment on a aussi des grands clients, c'est la recharge de tous ces véhicules qui soient
au gaz, on ne fait pas de pétrole nous, mais au gaz, à l'électricité ou à l'hydrogène. On est persuadé que le nouveau monde sera en effet décarboné, décentralisé et digital. Donc on travaille sur ces 3 aspects. Et le fait qu'un certain nombre de citoyens peuvent être réticents à la nouveauté, c'est aussi une donnée qu'on a bien intégrée depuis longtemps. Et donc on a, nous aussi, des sociologues en interne pour comprendre qu'est-ce que veulent les citoyens et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, pour ne pas se lancer aussi dans des développements technologiques qui, en tant que scientifiques, nous paraîtraient très, très excitants, mais qui ne correspondraient à rien ni pour le marché, ni pour ce que veulent les citoyens. Donc on est très intéressé par les résultats de la thèse. Donc on a une réflexion en interne, et le fait d'avoir des réflexions en externe nous va bien pour challenger aussi nos réflexions internes. Donc bonjour à tous. Donc chez Alstom, on a peut-être un positionnement un peu différent dans le sens où on fournit des systèmes, des solutions vers des opérateurs. Donc on n'a pas forcément l'interface directement avec les usagers finaux. Par contre, on s'efforce déjà d'améliorer les usages qu'ont nos clients de nos produits. Donc, on travaille beaucoup avec nos clients, donc certains qui sont aussi partenaires de la chaire. Et donc notre première mission, c'est d'améliorer la façon dont leur performance, donc financière, opérationnelle, la façon dont ils peuvent utiliser nos produits, les maintenir. Mais après, c'est vrai que nos systèmes vont être utilisés à la fin pour des usagers, et mieux servir les usagers peut être une force pour nous, pour nous différencier de nos concurrents. Donc la façon dont on travaille, c'est on travaille de plus en plus avec nos clients dès la phase innovation. On essaie de construire ça sur des cas d'usage pratiques, définir la valeur ajoutée qu'on va apporter, que ce soit à l'opérateur, que ce soit au client final, et d'avoir une approche beaucoup plus cas d'usage que fonctionnalité, que uniquement compétitivité et performance. Donc la première étape, donc, travailler avec des clients. Deuxième étape, c'est essayer de simuler un peu l'impact de nos solutions pour essayer d'en avoir un peu des premiers résultats en termes d'amélioration de la performance, en termes de temps de trajet, en termes de fluidité, d'intervalle entre les trains. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est assez important au cœur de notre métier. C'est vrai qu'on n'a pas l'interface vraiment directement avec les passagers finaux, mais de plus en plus, on voit que nos systèmes doivent permettre de fournir des services à la fin, doivent permettre aux opérateurs ou même à des tierces parties de consolider des données, de proposer des services multimodaux, donc ils vont aller du transport en commun vers au transport personnel, vers des nouveaux moyens de transport. Donc tout ça, c'est vraiment de plus en plus au cœur de notre politique, de regarder à la fois les technologies, comment elles peuvent nous aider à faire mieux ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi quels sont les nouveaux usages qu'elles vont créer et comment on peut répondre à ces usages, qui sont des menaces, mais aussi des opportunités. Et à la fin, comment ces usages vont impliquer des ruptures qui vont changer un peu l'économique et le modèle économique dans lequel on évolue. Bonjour à tous. Alors, pour ce qui est des opérateurs de transport public, on a une très longue culture de la consultation, puisque vous ne trouverez pas un grand projet d'infrastructure sans enquête publique. Et donc l'utilisateur, le client final, est au cœur des grands choix. Plus particulièrement au quotidien de l'activité des opérateurs, et pour ce qui concerne plus particulièrement la RATP, elle a une vraie histoire autour d'activités de prospective, que ce soit sur des sujets autour de la prise en compte des seniors, que ce soit autour de questions sur la peur de tomber dans nos espaces, avec des différences de niveau importantes, que ce soit sur des démarches immersives, sur les questions d'intelligibilité des espaces, de compréhension des espaces, et aussi de questions de grammaire sonore, par exemple, de compréhension des messages. Et je passe évidemment sur les enquêtes. On a à peu près une vingtaine d'enquêtes larges, importantes par an, marketing, études et marketing. Et puis, peut-être faire un focus sur une de nos démarches plus récentes, autour de publics déficients, à la fois au plan sensoriel et cognitif, avec lequel nous organisons depuis maintenant 3 ans des parcours d'experts dans nos réseaux,
à raison de 2 à 3 sessions d'immersion de ces publics dans nos espaces pour comprendre et appréhender leur compréhension de l'environnement, leur compréhension des signaux, leur compréhension de l'usage de nos modes. C'est une démarche qui aujourd'hui nous permet directement de qualifier nos espaces, de qualifier la signalétique, l'information voyageur, de qualifier aussi les aménagements dans nos espaces, les rampes d'accès, etc. Voilà, juste pour illustrer rapidement la réponse sur ce que la RATP met en œuvre aujourd'hui pour répondre aux besoins spécifiques d'une clientèle diversifiée. Merci pour vos réponses. Je pense que c'est très intéressant parce que vous êtes des représentants d'industries très différentes. Et ce qui est aussi, je pense, peut-être qui facilite de travailler ensemble dans une chaire telle qu'elle est la chaire Anthropolis, parce que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, cette idée de coopérer avec différentes entreprises. Donc maintenant, pour une deuxième question, quelles sont vos attentes envers la chaire? Donc, est-ce que vous avez des attentes de votre part qui sont spécifiques ou est-ce qu'ils sont plus générales? Comme on est quand même une chaire de recherche fondamentale, on fait pas donc quelles sont vos attentes envers les résultats que vous attendez et aussi les retours ou aussi est-ce que vous attendez des retours dans vos entreprises et de quelle façon vous imaginez ça? Allez, on recommence. Alors, les attentes, bon, il y en a beaucoup. Hein. Même si vous n'êtes que 5, on est désolé. Bon, donc, il y a un premier item il est évident que ça permet de changer l'angle de vue et d'aller beaucoup plus vers l'usager. Donc ça, c'est le premier, et tout mon propos va tourner autour de ça. Ce qu'on attend beaucoup, c'est prendre en compte de la dimension, on va dire, alors je ne sais pas si c'est social ou culturel, c'est certainement les deux, c'est dire que dans la nouvelle mobilité urbaine, c'est fait de renoncement et d'avantages. Pourquoi? Parce qu'on quitte une forme de mobilité, on en prend une autre. Donc, il faut arriver à doser dans les propositions d'offres qu'on va faire. Il faut faire en sorte que les avantages soient plus importants que les renoncements. Voilà. Vous avez été, de ce point de vue-là, extrêmement didactique au début de votre présentation. Donc, et il faut arriver à trouver quel est le seuil de non-frustration qui sera accepté, ce que j'appelle les cas pour mille, les accidents, quoi, le RER qui ne s'arrête pas, la voiture qui ne démarre pas, etc. Donc ça, c'est un aspect sociologique et d'usage qu'on voudrait étudier et qui, quelque part, dépend du pays, dépend de la culture, puisqu'on n'a pas tous la même tradition automobile, on n'a pas tous la même tradition de transport. Il y en a qui font du vélo, enfin en Inde, il y en a qui font la mobilette. Et donc, notre vécu, qui va en fait influencer sur notre taux d'acceptabilité, il faut qu'on puisse le prendre en compte. Donc on a besoin de bien comprendre ça. On a aussi besoin de bien comprendre la partie, comment dire, on veut aussi, parce que vous allez être quelque part un réceptacle d'informations, d'études. Vous allez être le réceptacle d'informations qui viennent des transports RATP, de la partie énergétique, etc. Et donc, quelque part se dire, j'ai un endroit où j'ai un réceptacle à la fois d'informations et de réflexion sur l'idée. Parce que les technologies, c'est bien, on sait qu'elles sont toutes à peu près, aujourd'hui, beaucoup sont disponibles. Par contre, pour que l'usage soit bon, il faut arriver à, quelque part, mettre en équation l'idée. Et comme on sait que c'est fait de plusieurs acteurs, cette mise en équation et ce brassage d'idées est important, de même que le brassage des datas dont vous avez parlé. Et je trouve très intéressant que vous soyez associé via Systemix à une chaire qui va permettre de collecter les datas, avoir des modèles, regarder ce qu'on peut apprendre. Ce qu'on veut aussi, ce qu'on attend aussi, c'est
dans quelle mesure les nouvelles mobilités, la multimodalité, est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on peut mettre en route des systèmes qui apprennent? C'est-à-dire que des gens qui ont eu un type de mobilité, eh bien, on est capable de leur proposer des systèmes apprenants, entre guillemets. Et ça pourrait être une compétence à bien amener au sein du deep learning et tout ce qui peut être accessible via les écoles qui sont associées aussi à l'IRT et à la chaire. Dernier point, je pense qu'on veut s'en servir aussi pour amener un peu de fondamental ou de rigueur dans une approche qui pourrait être une approche artisanale, plus artisanale sur la découverte des usages. On voudrait qu'avec l'époque qu'on est tenté de faire, via vos étudiants, on puisse emmener, on va dire, la partie académique dans notre entreprise pour que vous puissiez examiner avec nous les résultats d'époque, à la lumière de vos connaissances et à la lumière de tout ce que vous aurez appris. Si on fait un POC au Brésil ou si on fait un POC sur le car sharing, etc., que vous puissiez examiner avec nous les retours avec des yeux un petit peu différents des nôtres. Et ça, bien sûr, on peut prendre des gens, enfin des doctorants, mais avoir à la fois le doctorant et derrière la chaire qui permet de partager tout ça est quelque chose d'important. Voilà. Je peux revenir à la fin après. Alors, du côté d'Engie, nos attentes sont relativement différentes, là aussi. On travaille évidemment sur les smart grids, smart city, mobilité verte. Donc, on a toute une réflexion là-dessus. Mais actuellement, soit les voitures, les trains, ils consomment de l'énergie. Et voilà. Aujourd'hui, le grand problème de l'énergie, c'est le stockage. Il y a, avec les énergies renouvelables, un excès de production, qui a un certain nombre d'effets secondaires plus ou moins sympathiques en Europe. On est persuadé que ça va continuer. Donc, le problème, c'est le stockage. Plus on aura de voitures électriques, de voitures à hydrogène, même au niveau mobilette, plus la voiture peut participer au stockage de l'énergie. Donc comprendre où sont les voitures, à quel moment elles ont besoin d'être chargées, à quel moment on peut les décharger, est-ce qu'on peut utiliser tout ce stockage pour faire des buffers sur le réseau. Voilà, c'est ça le centre de notre réflexion par rapport à la mobilité. Peut-être quelque part, c'est quand est-ce que les voitures ne servent à rien pour être mobiles et quand est-ce que nous, on pourra les utiliser pour stocker l'énergie, enfin nous ou d'autres. Hein. Et donc aussi savoir où on va mettre les bornes de recharge, etc. Et c'est vrai pour directement la batterie, c'est vrai aussi pour l'hydrogène. Hein, on va passer power to gas to power. À quel moment on passe là? Quand on dit power to gas to power, donc c'est électricité, hydrogène, électricité. Donc voilà, là on a énormément à designer ensemble le futur des recharges par rapport à l'utilisation de l'énergie et le rôle de la voiture avec à la fois entrée et sortie. Actuellement, sauf Carrare-Simon, on ne siphonne pas l'essence dans sa voiture, ce ne sera pas le cas demain. Il ne faut pas oublier l'énergie dans les transports publics également, qui sera une application multimodale intéressante. Oui, donc nous, nos attentes encore différentes, donc désolé, la liste s'allonge. Non, pour nous, la première, c'est vraiment d'essayer de nous donner un peu une aide pour appréhender un peu tout ce qui se passe. Je pense que le rythme d'évolution, de changement autour de nous, je ne sais pas si vous écoutez BFM le matin, mais on a l'impression que tout change tous les matins et que c'est la révolution. Alors on a l'impression on ne sait plus trop où donner la tête. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps le recul, le temps de prendre le recul et de savoir un peu quels sont les différents scénarios et où tout ça va aller, quels sont les différents cas et qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Au final, ça prend beaucoup de temps pour comprendre un peu ce qui est de la parole et ce qui est vraiment de la rupture. La deuxième attente qu'on a, c'est vraiment de nous donner des scénarios sur lesquels on pourra évaluer un peu la performance de ce qu'on fait.
Je pense que, comme je disais tout à l'heure, on veut créer de la valeur ajoutée, mais cette valeur ajoutée va dépendre des usages. Donc il faut qu'on fasse des paris, et c'est aussi nous donner des éléments pour prendre les meilleures décisions dans les choix qu'on va faire dans l'innovation. Parce que le digital peut nous permettre de tout faire, mais qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, on a besoin d'avoir le plus d'informations et intelligible, pas trop le nuage. Et voilà, donc, et la troisième, c'est si possible avoir des méthodes qu'on puisse implémenter de manière automatique dans ces choix, et avec des outils, que ce soit de simulation, que ce soit des matrices d'assessment pour prendre les meilleures décisions aujourd'hui. Parce que, encore une fois, l'idée est d'avoir un coup d'avance par rapport au reste, et je pense que c'est quelque chose qu'en mêlant toutes nos visions différentes, que ce soit dans l'automobile, dans l'énergie, dans l'opérationnel, dans la fourniture de matériel, je pense que c'est quelque chose où on peut vraiment travailler ensemble. Il n'y a pas de problème de partage d'informations dans tout ce domaine-là. Pas encore. On n'en est qu'au début. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Jacob est tellement brillant qu'il nous a fait tout à l'heure une description et un panorama de la problématique formidable. Voilà. Merci Jacob. Mais alors, le problème pour nous, c'est qu'on a 14 millions de Jacob tous les jours dans 14 pays. Et ces 14 millions de Jacob, ils ont tous des besoins individuels. Voilà. Ils ont une activité personnelle, individuelle, qui les amène à faire des choix dans l'utilisation d'un mode ou un autre. Avec différentes cultures, différents modes de raisonnement, différents choix. Et Jacob a posé tout à l'heure, effectivement, les facteurs avec 3 petits points, hein, disant il y en a d'autres. Et alors qu'aujourd'hui, les modèles que nous utilisons pour définir des offres de transport, c'est-à-dire définir l'offre de transport qu'on vous sert tous les jours le mieux possible, mais qu'on met à votre disposition, on l'établit sur 3 critères. Le coût, le temps de parcours, et un petit niveau d'évaluation de la difficulté, qui est le nombre de ruptures de charge, c'est-à-dire de changements de mode. Voilà. Et sur la base de ces 3 critères, on construit une offre de transport. Voilà, juste pour illustrer effectivement les enjeux qui se présentent à nous entre l'individualité qui doit être servie et qui est notre objectif, avec des enjeux de service de porte-à-porte, des enjeux d'individualisation qui sont attendus par nos clients, et les modèles dont nous disposons aujourd'hui pour construire l'offre. Voilà, et donc c'est ce champ-là sur lequel vous allez travailler et pour nous donner les clés de modélisation et de construction de nos modèles de déplacement pour demain être capable d'offrir à chaque individu, à chaque client, le service qui lui convient au bon moment. Et ça, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Bon courage à vous et on compte sur vous. Voilà. C'est un scoop là, le 24 heures sur 24. Si, je vous l'assure. Pas toujours avec le même mode, mais on l'assure 24 sur 24. Tout à fait. Non. Ah, non. Service de substitution, on a des bus qui roulent toute la nuit. Voilà, donc on l'assure de manière différente. Pas... Des renoncements et des cas pour 1000. Voilà. Non, on l'assure. Je vous assure qu'on l'assure. Merci pour vos réponses. Je pense qu'on filme. Et donc on a tout. Non. Je voulais dire donc toutes vos attentes sont notées ou filmées. Donc ils sont archivés. On va essayer notre meilleur de les adresser. Et je trouve qu'on voit vraiment de très différents aspects qui sont très intéressants. Et notamment cet aspect d'efficacité et de coût qui sont bien sûr d'un point de vue sociétal et général
les plus importants, économiques. Pour l'individu, ils ne le sont peut-être pas. Parce que, par exemple, il y a par exemple le cas d'une personne qui prend l'arrêt du bus un peu plus loin, pas celui qui est le plus proche, parce qu'il est plus loin, c'est le premier arrêt du bus, donc il a une bonne place, il a une petite marche, il est au calme, il peut aller au travail bien relaxé, et au lieu de prendre le bus 3 stations après où il sera plein, etc. Donc, et là, il n'y a pas l'efficacité, il n'y a pas le coût, oui, c'est le même. Peut-être, on ne sait pas. Mais il y a aussi cet aspect de confort, de bien-être personnel qui joue un rôle important et qui joue un rôle dans tous les différents aspects, quoi que ce soit. Donc je pense que c'est très intéressant et que un certain nombre de vos attentes vont sûrement être traitées dans notre chaire, peut-être pas tous. Ça, je ne peux pas garantir, mais je pense, comme on est dans la recherche, c'est aussi naturel qu'on ne peut pas tout faire et à tout répondre, c'est naturel. Donc, merci pour vos réponses. Et je pense que maintenant, il serait peut-être temps aussi d'ouvrir un peu de nous ouvrir à la salle. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des thèmes à discuter avec nous? On a pris un peu de retard sur l'agenda, donc je ne sais pas combien de temps on a encore avant d'aller au buffet. Encore à peu près 10 minutes pour discuter avec la salle. Donc, vous avez des remarques? Juste pour commencer, la première question est toujours la plus difficile, tout en remerciant tout le monde. En entendant le temps de parcours, je me fais une réflexion par rapport à l'utilisation, par exemple, de Waze dans un transport en route. Il y a quelque temps, les gens étaient extrêmement satisfaits d'utiliser Waze parce qu'ils savaient qu'ils avaient le meilleur parcours, un meilleur temps de parcours, et ils savaient à quelle heure ils allaient arriver. Et puis, j'ai eu quelques retours où les gens me disent « mais j'ai pris Waze, mais il n'avait pas anticipé, il y a tellement de gens qui ont pris Waze que le temps se rallongeait à chaque minute où ça progressait ». Donc je crois qu'il y a une notion que je voulais juste soumettre, c'est il y a le temps de parcours, mais peut-être le plus important, c'est un temps certain de parcours. C'est pas pareil, c'est pas le même degré de satisfaction, mais au moins c'est une sérénité dans le déplacement qui peut-être est quelque chose que l'utilisateur attend plus que le meilleur temps possible. Oui, et dans votre propos, il y a le caractère dynamique des choses. Il est évident qu'on a, avec des systèmes plus automatisés, un rapprochement temporel entre, je dirais, la conception de l'offre de transport qu'on va mettre à disposition et le pilotage de cette offre de transport en temps réel. Voilà. On a vécu des périodes où, effectivement, et l'histoire est assez ancienne, on établit une offre pour l'année. Bon, ce temps-là, il est révolu. On arrive à le définir aujourd'hui et à le corriger du jour pour le lendemain. Et on est sur des systèmes autonomes à, aujourd'hui, des régulations à la minute. Voilà, on vient modifier l'offre en temps réel, ou en quasi-temps réel. Et donc, effectivement, la prise en compte des phénomènes ponctuels et devient important. Il y aura quand même toujours un temps pour l'anticipation. Et pour anticiper, il faut pouvoir prévoir des comportements et prévoir des évolutions. Voilà. On n'est quand même pas dans un système, encore aujourd'hui, qui est capable de réagir à la seconde, quoi. Il y a des hommes derrière quand même. Je voulais partager. C'est effectivement cette faculté à anticiper, que ce soit avec une nave intelligente, un nid horizon, etc. Il y a plein de technologies qui arrivent. Cependant, avant d'avoir le tout automatique, on peut imaginer aujourd'hui qu'on utilise un petit peu mieux
les gens qui guident les congestions, qui en fait, parce que ils ont toujours, où il y a des systèmes qui ont une vue plus holistique, et celui qui a la vue la plus holistique est quand même celui qui est le plus capable de lever le roadblock. Et arriver à comprendre, au sens de la mobilité, quel est le système global, peut permettre, alors ça peut être mi-système apprenant, mi-système de pilotage, comme vous le citez, peut permettre d'être plus efficace, sans être, toujours en faisant intervenir un peu plus d'humains quand même. Donc ces dosages-là me paraissent à l'avenir extrêmement importants, puisque de toute façon on va vers de plus en plus d'encombrement, entre guillemets, quoi. Que ce soit dans un RER parce qu'il y a de plus en plus de monde, ou que ce soit sur la route parce qu'il y a de plus en plus de voitures. Voilà. Et même si elles sont électriques, ça en fera toujours plus. Alors ici, on va prendre un cas très concret. Ce matin, j'ai pris le métro. Je suis allé à pied jusqu'au métro. Je suis allé à Châtelet où j'ai pris le RER probablement construit par Alstom, et qui était électrique, donc probablement avec de l'électricité venant de chez vous. Et puis le RER m'a amené à la station Bourg-la-Reine où m'attendait le chauffeur de l'école qui m'a pris en voiture et qui m'a amené à mon poste de travail. Et par rapport au fait de simplement que ce parcours que je fais, chaque fois que la veille au soir, j'ai eu un dîner ou quelque chose de tardif sur Paris, la première amélioration de qualité que je perçois, c'est que ça se passe bien, quoi. C'est déjà que ça se passe bien. Je suis désolé, hein, il y a des arrière-pensées derrière ça que je ne sortirai pas. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur un exemple comme ça de mieux ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui, moi, dans les quelques années de travail qui me restent encore, va faire en sorte que la valeur d'usage que vous allez me proposer va être meilleure ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Et qu'est-ce que lui doit regarder ? Je pense que justement, il n'y a plus de solutions, on va dire, aussi verticales que ce qu'on avait avant, et on ne peut pas répondre indépendamment. Voilà. Bon, voilà. Je pense que le bâton était assez bien tendu. On ne peut pas répondre indépendamment. Et pour bien répondre, je pense qu'il faut être capable d'analyser, moi, ce que j'appelle les renoncements et les cas pour mille. Vous prenez les transports en commun parce que vous aviez un dîner et donc vous n'avez pas pris votre voiture. Voilà. Donc ça, c'est ce que je dis. C'est comme vous aviez un dîner, le renoncement, c'était de dire je ne prendrai pas le confort de ma voiture demain pour aller au boulot et donc je vais prendre les transports en commun. Quand je prends les transports en commun, après on tombe sur, faut pas que ce soit crowded, donc bien régulé, et puis il faut qu'il soit à l'heure. Enfin, il soit à l'heure. Il n'y a pas de problème, il y en a toutes les minutes. Bon. Et après, le seul problème va être à l'heure de pointe, est-ce que je suis capable d'en mettre ? Si on se concerte, on peut peut-être dire que, et s'il y a une vue holistique, on peut peut-être dire que certes, il y a un RER, mais peut-être qu'il ne faut pas qu'un RER, peut-être qu'il faut aussi des navettes autres, qui soient une autre façon d'appréhender. Peut-être qu'il faut arriver à doser différemment la quantité, puisqu'il y a les problèmes de quantité et d'heures de pointe. Et vous l'avez très bien illustré au départ quand vous avez montré les trucs de cyclistes là. Il n'y avait plus un seul Vélib, ou alors il n'y a plus une seule façon de garer son Autolib, sa voiture électrique pour la rebrancher. Voilà. Et c'est ce dimensionnement global que Madame a d'ailleurs sur la partie électrique, qui pour moi est le plus gros souci. Et ça, on a besoin de l'apprendre ensemble. Voilà, je voulais rajouter aussi que quand on parle de Smart City, il n'y a pas que le contentement de celui qui est dans le RER. Et il y a aussi tous ceux qui sont autour. Bon, on le voit en ce moment avec la discussion sur les quais de Seine. Est-ce qu'on doit les fermer, est-ce qu'on ne doit pas les fermer ? Il y a la qualité d'air dans la ville, la qualité de la vie de tous les autres dans la ville qui doit être pris en compte. Et ça, on attend aussi que la chaire nous donne des choses là-dessus, pas juste sur l'utilisateur du transport, mais sur l'ensemble des concitoyens autour. Je pense que là où la question est difficile, c'est que tout pourrait être possible. Tout à l'heure, on proposait de vous emmener en drone. Donc, vraiment, la complexité, c'est que c'est un équilibre, je pense, global, qui doit être atteint, qui ne sera pas forcément le même équilibre dans une ville et dans une autre, dans un pays ou dans un autre, où les citoyens, les autorités
les fournisseurs de matériel, les opérateurs doivent trouver une situation qui soit vraiment l'optimale dans des conditions qui ne sont pas complètement libres. Donc on parlait tout à l'heure de la vie idéale selon certains, qui pour d'autres est affreuse. Bon, je pense que selon les cultures, je pense qu'on aura des équilibres différents. Donc c'est un peu la complexité, c'est que c'est pas un problème de qu'est-ce qu'on pourrait faire, on pourrait aller plus vite en transport, on pourrait mettre des trains qui vont à 1000 km/h. Enfin, il n'y a plus aucune contrainte, enfin de moins en moins. C'est vraiment comment ce système de système, comme on disait tout à l'heure, va évoluer pour que chacun... et c'est pour ça que l'intérêt de la chaire, c'est que cet équilibre n'est pas... il n'y a pas de frontière en fait, entre l'énergie, entre la mobilité, le travail. Est-ce qu'on va travailler toujours de la même façon demain? Est-ce qu'on dînera toujours de la même façon demain? Autant de questions qui font que c'est un peu... Oui, probablement, mais... Pas télé-dîner n'est pas encore... Donc voilà. Donc la complexité, c'est que je pense que personne ne sait, et même il y a des décisions qui seront probablement des autorités qui vont faire que l'équilibre sera différent d'un pays à l'autre. Oui, moi je voulais rajouter que, enfin, rejoignant l'IRT Systemix très récemment, je pensais que j'allais attraper beaucoup de sujets techniques et beaucoup de sujets sur la transformation numérique, enfin les sujets de la transformation numérique et de l'ingénierie. Je suis très content d'entendre Jacob aujourd'hui nous parler de sujets d'un autre ordre et qui sont, à mon avis, très importants pour réussir cette transformation numérique. Parce que depuis tout à l'heure, on parle en fait du passage, on est en train de parler du passage du transport à la mobilité, qui est un changement de paradigme qui est à peu près aussi important que de parler de l'informatique et du numérique. C'est un peu du même ordre. Et je pense qu'aujourd'hui, sur ce sujet-là, il y a beaucoup de choses à apprendre effectivement en se connectant avec d'autres disciplines, des géographes. On a parlé d'anthropologues, on a parlé de sociologues. On parle beaucoup du temps. Là, on se questionne, on se projette, on se dit tiens, dans mon temps de trajet, Châtelet, Bourg-la-Reine, je veux que ça se passe bien. En réalité, quand on parle du temps de la mobilité, on doit maintenant commencer à imaginer autre chose. C'est pas uniquement que le temps de trajet qui va nous importer, c'est aussi ce qui va se passer dans ces moments-là. Et c'est pas uniquement qu'un moment de déplacement. C'est plus que du déplacement. C'est ça le sujet du transport à la mobilité. Et demain, peut-être que dans votre moyen de transport, on ne sait pas quel il sera, vous aurez déjà commencé votre réunion. Donc vous serez déjà dans un moment transitoire, en train déjà de commencer à travailler. Et donc ce moment qui était un moment figé de déplacement et qui était considéré uniquement comme un moment qu'il fallait réduire au maximum, qu'il fallait être le plus court possible, aller le plus vite possible. Peut-être que demain, ce sera peut-être plus utile d'être aussi rapide et aussi instantané qu'on l'imagine aujourd'hui, parce que ce moment sera peut-être plus de qualité et on pourra y faire d'autres choses. Évidemment, le secteur automobile se positionne aussi là-dessus pour essayer de faire des bulles, etc. Mais le transport public a aussi cette transformation à envisager et à nommer. Oui, vous avez tous évoqué votre expérience grandissante en fait de l'expérience utilisateur ou des attentes utilisateurs. Vous avez parlé de sociologues, d'anthropologues, d'enquête, de l'importance des data utilisateurs. J'imagine que vous avez des projets communs aussi pour travailler aux interfaces, donc pour fluidifier l'expérience utilisateur. Et puis quand on travaille sur des systèmes de systèmes, finalement, vous êtes tous vous représentez des composantes qui devriez développer des solutions ensemble, communes, et parler un langage qui est celui de l'utilisateur aussi, puisque M. Bécard a évoqué 3 critères qui sont des critères effectivement de production, de quantité et de fiabilité de transport, et on est loin de parler effectivement d'expérience utilisateur telle que le vit l'utilisateur, comme l'a illustré Jacob. Donc ma question est la suivante. Attendriez-vous de la chaire également que la chaire essaye de proposer un langage commun qui pourrait être finalement un langage que vous utiliseriez dans vos bureaux d'études pour proposer des solutions, je dirais, qui directement parlent à l'utilisateur.
et je pense notamment à un modèle économique simplifié, unique, un guichet d'entrée, un front office pour l'utilisateur, qui ferait que dans le back-office, ensuite, vous collaboreriez au mieux par rapport à une expérience utilisateur. Donc est-ce que vous attendriez de la chaire, finalement, qu'elle vous propose de déplacer votre mode de fonctionnement pour proposer une offre concertée, finalement? Je vous prie d'avoir une courte réponse et après on va au buffet. Donc, merci pour la question, mais on n'a plus que quelques minutes. Je pense qu'elle est au cœur de nos préoccupations et de ce qui nous mandate aujourd'hui auprès de la chaire. Je crois ce que j'exprimais tout à l'heure, cette nécessité de disposer de critères nouveaux, de conception, de définition, de gestion, d'opération, de critères proches du besoin individualisé. C'est bien ce qui nous anime aujourd'hui, que de définir ces critères, de définir leur poids dans l'organisation, dans les choix quotidiens, de façon à ce qu'ensemble, nous ayons effectivement à disposition les mêmes critères, la même connaissance des besoins, des attentes, de façon à produire ensemble, si possible, je dirais un service continu de porte à porte, comme je l'évoquais tout à l'heure. Je pense que, je pense que ce que vous abordez est particulièrement difficile. Je ne sais pas si la chaire sait y répondre. En tout cas, c'est un très gros challenge. Ce qui pourrait être peut-être plus abordable, c'est au travers de use case. Arriver à décomposer un peu le problème par use case et regarder comment on peut répondre. Et là, je m'inscris totalement dans ce que vous dites. On peut avoir les aspects que Madame a cités, qui sont tous les aspects écologiques de la ville, qui peuvent complètement driver une façon d'opérer globalement. Donc, il faut, je pense, un use case et un cas d'école, en fixant certaines variables, je pense qu'on peut y aller. Mais je proposerais de réduire un peu le champ. Oui, je ne pense pas que l'économie, là, une fois qu'on a parlé RATP ou tout ça, enfin, Paris, c'est une ville, bon, c'est la plus belle, etc. Mais on n'a pas... Enfin, nous, on attend quelque chose de plus conceptuel. Et l'économie du système, bon, les échanges de mobilité, d'électrons entre voisins, ce sera une réalité bien qu'avant que la chaire ait des résultats. Non, mais bien avant que la chaire soit finie, etc. Enfin, ça avance très très vite de ce point de vue-là. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous.